Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette journée de m'avoir invité pour vous parler de la douleur de la personne âgée, qui me tient très à cœur. Donc, comment dépister et évaluer la douleur chez le sujet âgé? C'est parti. Alors, il faut que je trouve la bonne flèche. C'est celle-là? Ouais. Hop. Alors, en fait, en gériatrie, on est en situation endémique par rapport à la douleur. C'est-à-dire qu'on est face à une affection latente qui nous attend à tous les coins de couloir et dans toutes les chambres. Et pour ça, il faut qu'on ait un maximum de pisteurs pour pouvoir circonscrire cette endémie. En gériatrie, de mon point de vue, peut-être certains ne partageront pas ce point de vue, les pisteurs, endurants, compétents, c'est avant tout les aides-soignants. Alors pourquoi les aides-soignants, allez-vous me dire? Je n'ai pas d'intérêt particulier avec quelques confréries que ce soit. Alors pourquoi les aides-soignants? Parce que tout s'étend du soin, les installations, les toilettes, l'échange, l'habillage, les transferts, les repas, la qualité de la communication. Vous pourrez rajouter le sommeil et encore bien d'autres choses qui vous viendront sûrement à l'esprit en voyant cette diapo. Tous ces temps-là sont vecteurs du repérage des signes directs et indirects de la douleur. Et ce qui fait la force de l'équipe aide-soignante, c'est que c'est une présence 24 heures sur 24 non-stop. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité à repérer sur des temps qui sont les plus longs par rapport à d'autres intervenants de l'équipe. 70% du dépistage repose sur les aides-soignants. Alors souvent, elles me disent « oui, mais non, t'exagères, pas plus tard qu'hier, sur le péristyle, elles s'autodéprécient, on va dire. » Donc je leur disais que ça serait intéressant de savoir ce qui se passerait si dans les hôpitaux gériatriques, pour une journée, nous n'avions plus aucune aide-soignante sur les 24 heures. Donc, leurs observations sont souvent transmises oralement. Alors ça, c'est un appel du pied que je leur fais. Écrivez. Enfin, maintenant, c'est plutôt taper sur l'ordinateur, parce que toutes ces remarques mises bout à bout sont extrêmement nécessaires pour avoir un algorithme qui soit pertinent. Il reste les 30% de l'équipe, et les 30% de l'équipe ont aussi des missions très importantes. C'est-à-dire qu'elles vont être en charge de relayer l'information et de déclencher les actions, pour pas que tout ce dépistage se perde et puis se dilue dans tout ce qu'on a à faire d'autre, bien évidemment, et puis que ce soit perdu. Donc cette collaboration intersoignante, elle doit être respectueuse, c'est-à-dire qu'en douleur, tout le monde a raison. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose, on a forcément raison. Ça ne veut pas dire que 2 heures après, la situation sera identique. Donc, toute personne qui fait une transmission concernant la douleur, elle doit être prise en l'état venant d'un professionnel compétent. Et elle doit être réflexive parce que le va-et-vient des informations entre les différentes catégories professionnelles assure une pertinence au niveau de l'évaluation que l'on va voir plus tard. Le dépistage, c'est fondamental. On parle beaucoup de l'évaluation et bien sûr, elle a toute son utilité, mais il n'y a pas d'évaluation possible si d'abord il n'y a pas une mise en alerte constante. Alors, quelques dépistages cliniques. Alors, Madame C dit chouchou, ne vient plus s'asseoir avec l'équipe au moment de la pause. Dépistage. Qu'est-ce qui se passe? Limitation du périmètre de marche, intervention des autres intervenants de l'équipe, fracture du col du fémur. On sait tous, pour ceux qui travaillent en gériatrie, avec des grands vieillards qui ont des troubles cognitifs, comme on dit, qu'ils sont capables de marcher sur une fracture du col, sauf qu'ils marchent différemment. Autre dépistage clinique, Monsieur B. Alors en fait, ce problème-là, il a commencé par des plaintes de la famille.
parce que la famille voulait absolument que M. B rentre dans ses chemises, puisque vous savez qu'en gériatrie, les patients sont habillés en civil, et les aides-soignantes n'y arrivaient pas. Donc, en approfondissant un petit peu la situation, il se trouvait que ce monsieur ne pouvait plus lever le bras droit, qu'en fait, il avait un problème de coiffe des rotateurs. Et je pense que pour mes collègues qui sont en gériatrie, mais pour ceux aussi qui ont des personnes âgées dans d'autres services, faites attention à l'habillage, c'est un grand, grand vecteur de douleur. Hein, parce que rentrer, alors en plus, les gens souvent, ils ont leurs vêtements d'avant. Hein, alors, on a un petit peu de mal à les incorporer dedans déjà quand ils ont une espèce de facilité de mobilité naturelle, mais alors dès qu'ils ont une petite restriction, c'est vraiment une torture. Madame C, pendant une toilette, elle ne veut plus être latéralisée sur le côté gauche. Elle a une écholalie, Madame C. Elle dit tout le temps aïe, 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 tout ça avec un air très détendu. Et quand on l'arrête dans son écholalie et qu'on lui demande si elle a mal, elle dit non avec un grand sourire et puis elle continue aïe, 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 aïe. Et puis pendant la toilette, quand on la tourne sur le côté gauche, elle crie aïe, et j'étais de l'autre côté, je sens qu'elle pousse pour qu'on la remette sur le dos. Donc on fait un dépistage, on organise nos observations et on interpelle le médecin qui lui va trouver des fractures spontanées de côte. Madame F, elle ne veut plus manger. Alors cette situation on a mis un certain temps à trouver le pourquoi du comment. Donc c'est une patiente atteinte de démence, elle ne veut plus manger alors qu'elle a bon appétit en principe, et puis elle se balance d'avant en arrière de façon totalement inhabituelle pour les aides-soignantes. D'ailleurs, pour cette dame, on va créer une grille spécifique, puisque les signes qu'elle manifestait n'étaient pas dans les grilles classiques. Et puis au bout d'un certain temps, je dois le reconnaître, on va s'apercevoir qu'elle a une luxation du mandibule. En fait, c'est une dame qui a un bruxisme nuit et jour, et qui s'est luxé le mandibule. Donc, évaluer la douleur, c'est lui donner l'importance qu'elle mérite. Hein, c'est mettre en forme les observations. C'est fondamental. Tout ce qui se perd au niveau de la douleur est péjoratif pour le patient. Et puis, évaluer, c'est refuser cette espèce d'équation. Ils sont dans leur petit monde. Être vieux, oui, c'est un peu normal. Tout vieillit, donc ils ont du mal. On est d'accord que on fait pas du neuf avec du vieux, on est d'accord, mais pour autant, il y a toujours un petit quelque chose à faire, aussi infime soit-il. Et quand on a mal toute la journée, je peux vous dire que les patients qui peuvent s'exprimer savent très bien dire qu'ils nous en sont très reconnaissants. Alors, j'ai choisi de vous parler de l'hétéro-évaluation. Vous savez, en évaluation, il y a deux types. Il y a l'auto-évaluation, et il vous faut un patient comme vous, qui a les mêmes capacités cognitives que vous, qui est capable de se souvenir ce qui s'est passé la nuit passée, qui est capable de se souvenir si les 2 comprimés qu'on lui a donnés à 10 heures l'ont soulagé à 11 heures. Donc, dans l'établissement où je travaille, on a un petit 30% de patients capables de s'évaluer, et tous les autres patients ne sont pas capables parce qu'ils ont des troubles cognitifs, des plus légers aux plus sévères, et que donc le discours est très embrouillé, où ils ne s'expriment plus du tout. Donc les situations un peu aiguës en évaluation de la douleur, c'est surtout au niveau de l'hétéro-évaluation. Alors l'hétéro-évaluation, c'est quoi? C'est s'appuyer sur la composante comportementale de la douleur. En douleur, vous avez 4 composantes, sensorielle, émotionnelle, ça c'est dans la définition, comportementale et cognitive. Hein. La composante comportementale, on l'a tous. Hein. Quand on vous marche sur le pied, c'est rare que vous laissiez votre pied sous le pied de l'autre. Hein. Hop, vous avez une manifestation de retrait immédiat. Hein. Le corps est plus fiable que les mots, bien souvent. Donc, vous voyez ici les échelles qui peuvent venir vous aider à hétéro-évaluer la douleur. Et elles sont toutes, structurées de la même façon. Vous avez une partie un peu hors soins et mobilisation, une partie durant les soins et les mobilisations, et suivant les grilles et la population que vous évaluez, les retentissements sur les activités de la vie quotidienne.
Les signes directs de la douleur, protection des zones douloureuses, position antalgique, mimique, refus d'être touché. Ces signes ont une bien meilleure valeur évaluative que les mots, que les cris, excusez-moi. C'est-à-dire que souvent, cette phrase-là, c'est une phrase du docteur Gauvin-Picard, qui l'utilisait en pédiatrie. Il faut sortir les cris des évaluations de la douleur en gériatrie. Ça nous capte l'attention et du coup, on ne voit plus ce qu'on a à voir. Donc, organisation dans ces échelles comportementales, des observations de chacun, et ça permet de donner un algorithme. Alors, la douleur, c'est aussi un stress. Ça veut dire que la fonction stress, quand on est vieux, elle vieillit comme le reste. Donc, quand ils ont perdu leur appartement, perdu leur conjoint, perdu la capacité de marcher, perdu la capacité de décider pour eux-mêmes, perdu leurs amis, parfois perdu leurs enfants, la douleur, elle vient comme la dernière assiette sur une énorme pile de demandes d'adaptation et elle fait souvent tomber la pile. Donc en gériatrie, la douleur, elle peut être mortelle comme en pédiatrie. En pédiatrie, ça s'appelle l'atonie psychomotrice. Et en gériatrie, nous, on voit bien que le stress cumulatif vécu par les personnes âgées peut être complètement décompensé à cause de la douleur. N'oublions pas qu'on engramme la douleur en 20 minutes de stimuli. Ça, c'est les équipes de recherche qui nous le disent actuellement. Donc, pensez aux prémédications, pensez à être là avant la douleur. N'attendez pas qu'elle se déclenche pour faire quelque chose, parce que le cerveau, lui, pendant ça là, il travaille contre nous. N'oublions pas non plus qu'on peut avoir mal avant d'avoir mal. On fait couler l'eau dans la cuvette. On va vous faire la toilette, Madame Untel. Et puis d'un seul coup, Madame Untel crie. C'est-à-dire qu'elle a engrammé tout un tas de stimuli qui débouchent sur de la douleur. Mais de la même façon, si je vous proposais d'aller tous mettre votre doigt le long de la porte de l'amphi pour que je claque la porte pour voir si vos évaluations sont identiques, j'imagine qu'il y en a certains qui pleureraient même avant de mettre les doigts, si tant est que j'arrive à vous obliger à vous faire pincer les doigts aujourd'hui. Voilà. Donc la douleur, c'est mortel pour les populations fragiles. Et j'espère vous avoir convaincu que nous sommes les derniers avocats, le plus souvent des personnes âgées dans nos établissements, et que la douleur, l'évaluation doit déboucher sur des actions et ne pas simplement être stockée comme une info supplémentaire dans le dossier de soins. Je vous remercie.